vous avez devant les yeux, c'est Abdelkrim Hizaoui. C'est Lila Nazar. C'est العربي شويخة. يقولوا لنا شبيهم مقوشين نجيبوهم لنا الكل. ما لقيتش واحد عنده pourtant il y en a dans la salle. Et je demande aux représentants de la haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc, représentant Madame Lamine qui n'a pas pu venir, monsieur, il n'est plus dans la salle, si, il est là, mais vous pouvez venir par là. Voilà, il va se présenter par lui-même. Merci. Il vient pas, il bouge. Pourtant, le Maroc nous bat en informatique, en banque, en pub, en métro. Nous, on ramène des toc-toc et eux ramènent des métros. Et last but not least, l'inarable magic Hazel Bessir, la voix qu'on connaît depuis 20 ans à la radio. La voix qui voudrait aujourd'hui être une voix dissonante, un peu polémique, mais on va la calmer un peu. La voix féminine, la seule voix féminine du panel. Alors, je vais demander à messieurs, dames, la rigueur, je tiens le chronomètre. Alors, je vais demander à chacun de réagir d'abord sur cette problématique de faut-il réguler les médias et comment le faire? Je donne la parole à chacun dans l'ordre de l'apparition de droite à gauche, sans que ça soit je suis de l'hypercentre, de l'extrême centre. Alors, voilà, c'est Abdelkrim, à toi la parole. Encore faut-il qu'on te donne un micro. Encore faut-il que la régie se dépêche pour vous donner le micro. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait 2 micros en l'occurrence? Un seul. Bon, voilà, vous avez 2. Ah, fantastique. Alors, messieurs, dames, vous pouvez aller franchement, ouvertement, pour attirer l'attention de la salle, parce qu'ils sont très sévères et très durs. Donc, allez-y. C'est rien. Merci. Vous avez 5 minutes. 5 minutes, très bien. Réguler les médias, d'abord, je pense. Bon, d'abord, merci Hassan pour l'occasion que je vois. Je salue tous mes amis ici présents. Et je me permets de répondre aussitôt à la question. Évidemment, il y a une question embarrassante. Réguler les médias, mais de quels médias s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit des médias audiovisuels, de la presse écrite, électronique? Entendons-nous bien, quand on parle de régulation, il existe la régulation institutionnelle, et qui concerne essentiellement le secteur de l'audiovisuel, je vais dire le mot, et l'autorégulation. Alors, l'autorégulation s'adresse particulièrement à la presse écrite et électronique. Et nous avons un autre système, nous l'avons vécu pendant la campagne électorale, c'est la co-régulation. Bon, alors à propos de la question des médias, je suis un peu gêné par les dispositions du décret-loi 116 qui porte sur la liberté de la communication et la création de la haute autorité pour la communication audiovisuelle, et également d'un projet d'instance qui est appelé à être constitutionnalisé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il existe un projet pour la Constitution qui circule de constitutionnaliser une instance de régulation de l'information. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qu'on entend exactement par information? S'il s'agit c'est-à-dire de ratisser tous les médias confondus, là je suis un peu, du moins embarrassé, parce que je ne vois pas tout à fait de concordance entre ce projet tel qu'il figure dans la Constitution, de vouloir créer une instance publique des médias, tous confondus, et également ce qui relève des dispositions du décret-loi 116 qui porte création d'une AICA, d'une haute autorité indépendante pour la communication uniquement audiovisuelle. Alors, ce qui me gêne quelque part, là aussi,
c'est cette inadéquation entre ces deux instances. Alors entendons-nous bien quand on voit, et nous avons au sein de l'INLIC, je tiens à décliner ma casquette d'ancien membre de l'instance nationale pour la réforme de l'information et de la communication. Et aussi de l'ISI. Et de l'ISI, bon ça c'est une autre casquette. Et je tiens à vous dire que nous avons passé en revue tous les textes et toutes les expériences des instances de régulation. Et nous n'avons vu peut-être une ou deux illustrations de cas qui portent sur les médias. Mais la plupart, en tout cas les pays démocratiques, ne disposent que d'une instance de régulation uniquement de l'audiovisuel. Et ça se comprend. Ça se comprend pour différentes raisons, qui sont beaucoup plus techniques d'ailleurs, à propos de l'audiovisuel. Par contre, si on appelle à la création d'une instance publique de l'information, des médias tous confondus, là j'ai une crainte. J'ai une crainte que cette instance constitutionnelle, évidemment, donc elle aura certainement un statut bien supérieur à l'AICA, avec des membres qui seront élus ou désignés par l'Assemblée constituante. J'ai très peur que cette instance qui aura à se prononcer sur tous les médias confondus ne se transforme par la suite ou ne réhabilite l'ancien ministère de l'Information. C'est que nous allons avoir probablement 9 personnes qui vont statuer de tous les médias confondus, avec le risque évidemment d'intervenir pas seulement sur l'aspect formel, mais également sur le contenu. C'est pourquoi, personnellement, si vous me demandez mon avis, je préfère parler d'instances de régulation nationale qui ne portent uniquement sur le secteur de l'audiovisuel. Pour moi, c'est l'élément fondamental aujourd'hui. Et j'ai encore beaucoup de craintes, je ne le répéterai jamais assez, sur ce projet de constitutionnaliser cette instance des médias. Premièrement, je n'ai pas une idée précise, j'aimerais bien que mes collègues le développent, sur le contenu, qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Et d'autre part, sur, je dirais, toutes les garanties à prendre pour que cette instance ne se transforme pas en un véritable, je dirais, système de contrôle tel que nous l'avons vu auparavant avec les ministères de l'Information et de la Communication. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est clair. Alors je donne la parole tout de suite à professeur Frizewi, qui est aujourd'hui, sa fonction est directeur du Centre africain de perfectionnement et des journalistes et communicateurs, mais surtout au titre de professeur, un ancien professeur d'institut de presse, qui a travaillé énormément sur cette question de régulation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Merci Sersan, je précise que je suis encore professeur à l'IPSI, maître de conférence à l'IPSI, et c'est mon travail essentiel. J'occupe effectivement cette position provisoire de directeur du CAPJC, mais j'interviens essentiellement au titre de chercheur intéressé par la question de la régulation des médias, et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un débat sur la régulation des médias, puisqu'il y a une confusion totale par rapport à ce qui est normalement prévu quand on passe d'un contexte de dictature et de censure presque totale à un contexte de liberté tout aussi totale. La seule manière de discipliner et de positiver notre communication essentiellement audiovisuelle, c'est de passer par la régulation. Or, on a bien mis en place, comme l'a dit mon ami Al Bishmir, un cadre juridique qui est le décret loi 116, dès le mois de novembre 2011. On a créé normalement une instance de régulation qui est la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, mais on n'a pas pu appliquer ce cadre juridique. Alors la question qui se pose, ce n'est pas uniquement de la mauvaise volonté. Évidemment, il y a une mauvaise volonté quand on n'est pas convaincu. Et donc, la mise en place d'une régulation de l'audiovisuel n'est pas facile dans tous les pays. Et un ancien membre du CSA français me rappelait que la régulation de l'audiovisuel en France ne s'est pas faite facilement. L'autorité de régulation a été, je crois, créée la première fois en 1984 par le gouvernement socialiste. Dès la première alternance, elle n'a pas survécu. En 1986, cette première haute autorité a été supprimée et remplacée par une deuxième autorité, qui est la CNCL, je crois, et cette CNCL n'a pas survécu à la deuxième alternance, puisque en 1989,
les socialistes redevenus majoritaires ont supprimé la CNCL et ont mis en place le CSA qui s'est plus ou moins stabilisé. Et donc, même dans une vieille démocratie, ce n'est pas facile. Ayant accompagné la réflexion sur la mise en place d'un cadre juridique de l'audiovisuel, j'ai déjà constaté, depuis qu'on faisait un peu les projets, qu'on avait peut-être tort d'ignorer totalement l'acteur politique. Alors, le cadre législatif a été fait par des militants, de droits de l'homme, des professionnels, le syndicat des journalistes, les éditeurs de journaux, et par des experts. Puisque l'acteur politique, dans le gouvernement de transition, ne voulait pas s'impliquer dans les médias. Il dit, faites ce que vous voulez, nous ne voulons surtout pas être suspectés de vouloir nous ingérer dans la liberté de l'information. Après les élections, l'acteur politique élu, légitime, dit, attendez, j'ai mon mot à dire sur ce que vous avez fait. Et je vais revoir, je vais réfléchir, je vais approfondir la réflexion, et du coup, il a bloqué. Et donc l'acteur politique a toujours les moyens de bloquer une réforme si on ne tient pas compte de son rôle. Il est incontournable, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, vous le voyez bien, on n'a pas été capable d'annoncer la création de la AICA. Il est même probable qu'on annonce le remaniement ministériel cet après-midi avant de pouvoir annoncer la composition de l'AICA. C'est encore plus difficile. Donc, je voudrais simplement dire ici, c'est peut-être une parole académique, mais je pense qu'elle est nécessaire aujourd'hui, que les chaînes privées ou les opérateurs privés qui se sentent très à l'aise maintenant, comme il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de règlement, enfin pas de régulation, que ceci est illusoire, que leur protection est dans la régulation. Et vous voyez ce qui se passe avec Tunsia, on peut vous laisser faire, mais vous êtes fragile, vous êtes vulnérable, si vous n'avez pas un statut légal. Je rappelle également qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à réguler, puisque l'anarchie, si on peut l'appeler ainsi, et je l'appelle ainsi, l'anarchie s'est installée déjà. Nous avons des chaînes qui... À ce propos, j'aimerais bien qu'au niveau de la régie, ils remettent le nombre, enfin, les logos des chaînes créées. Sonia, je vous demande de me mettre le slide qui correspond. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, nous avons aujourd'hui un certain nombre de chaînes qui ne sont pas passées par l'agrément de l'INRIC. On a essayé de discipliner l'octroi des chaînes en les soumettant à un minimum de conditions pour leur viabilité, pour leur crédibilité. Bon, alors l'INRIC a fait ce travail en juillet 2011, l'a annoncé en mois d'août, je pense, en août 2011, et depuis, toutes les chaînes qui se sont créées par la suite sont des chaînes qui se sont créées sans cadre juridique. Alors, il est toujours très impopulaire d'arrêter une chaîne de radio ou de télévision, même pour la bonne cause. Donc je ne vois pas aujourd'hui une instance de régulation interdire ou arrêter la diffusion d'une chaîne, à supposer qu'ils le peuvent. Parce que finalement, les vrais régulateurs aujourd'hui, ce sont les opérateurs satellitaires, c'est Nilesat. Évidemment, si lui, son signal montant, il est à partir de Paris ou de Amman ou de Dubaï, qu'est-ce que vous pouvez lui faire? Vous pouvez juste lui dire, vous êtes une chaîne étrangère, d'accord. On connaît le cas de Tunisia. Je voudrais terminer en rappelant que les nouvelles radios qui ont été créées, dont certaines sont des radios associatives, n'auraient jamais dû être obligées de payer cette énorme et dissuasive taxe à l'Office national de la télédiffusion. Pour finir aussi avec une comparaison avec un pays qu'on connaît, en France, on ne paye pas de redevance pour cela, parce que, en contrepartie de la gratuité de l'octroi d'une fréquence, on vous laisse, vous êtes obligé de respecter un cahier des charges. Alors, vous respectez un cahier des charges pour que votre radio soit d'intérêt public, c'est-à-dire qu'elle respecte, grosso modo, les limites de la liberté de la diffusion audiovisuelle. Vous respectez ces quotas, la production nationale, la déontologie, etc. Et en contrepartie de cela, vous avez
la gratuité de l'utilisation d'une fréquence. Alors je ne vois pas pourquoi on fait payer, même à des radios associatives, plus que 100 000 dinars de redevances. Je terminerai par l'audiovisuel public qui est aujourd'hui livré à lui-même, sans vision, sans stratégie. Et là encore, je pense que la AICA devrait prioritairement s'occuper de l'audiovisuel public en lui donnant une stratégie de chaîne de service public, alors que jusque-là, il fonctionne encore avec un statut de 2007 qui est un statut de chaîne d'État ou de chaîne gouvernementale. Et je reviendrai peut-être à certains points dans la discussion. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Et là, le mandarin des médias en Tunisie, la théorie sur les médias en Tunisie. Mandarin, je ne sais pas. Et en tout cas, mon provisoire à moi a duré 24 ans au KPC et 40 ans à l'IPSI. Disons le vieillard. Bien, je vais essayer de répondre moi à un point qui était dans le titre de ce panel, qui c'est le pourquoi et le comment. Et je partage parfaitement les craintes de Arabi Chouira quant à cette cacophonie institutionnelle entre une AICA régulièrement votée par un décret-loi, décret-loi 116, et cette future instance de l'information un peu floue qu'on ne comprend pas. Je vais essayer de répondre à pourquoi réguler et comment réguler. Tout d'abord, je voudrais lever une équivoque. Réguler n'est pas censurer. C'est très très important. La régulation, c'est vraiment quelque chose qui protège la liberté, qui protège le pluralisme, qui protège la démocratie, qui protège les minorités, et non pas une censure étatique ou politique ou partisane. Pourquoi réguler? En amont, d'abord, nous avons un vide sidérien en ce qui concerne le champ juridique de l'audiovisuel et des nouvelles technologies. On a beaucoup de textes, mais vraiment rien du tout pour réguler l'audiovisuel. On n'a rien sur la publicité, nous sommes en pleine sigma. On a des textes qui régulent le métier de démarcheur publicitaire, on n'a rien sur les contenus, on n'a rien sur la responsabilité sociale de la publicité, dont on parlera tout à l'heure, tout en gardant sa liberté de création, bien entendu. On n'a rien sur les sondages, strictement rien. Et donc, c'est vraiment un vide juridique qu'il faut commencer par combler. La première chose à faire, c'est de définir les métiers. Les gens confondent les métiers. Il y a une différence entre un éditeur de programme, celui qui propose un contenu, un diffuseur qui envoie le signal, que ce soit un signal hertzien, satellitaire, par câble ou par Internet, et un producteur. On parlera tout à l'heure de la production. La production est libre. En Tunisie, elle a toujours été libre. Il n'y a jamais eu de monopole de production. Pas en témoigner. Mais la proposition de programme, ça n'a rien à voir avec le diffuseur. Donc les métiers sont complètement confondus ici. Diffuseur dans le sens d'opérateur technique et éditeur dans le sens d'offre de programme. C'est la différence, par exemple, à un éditeur de presse et un imprimeur. Un éditeur de presse peut ne pas avoir une imprimerie. Les conditions, définir les conditions de lancement des chaînes de radio et télévision. Je crois que l'INRIC a pris la chose à l'envers. Elle a dit, allez, passez-moi donnez-moi des demandes, présentez-moi des demandes. Non, il faut faire un appel à candidature. Nous avons un plan de fréquences limitées, les fréquences hertziennes en tout cas, que ce soit en radio ou en télévision, elles sont limitées. Et à ce moment-là, on dit qu'on a tant de fréquences nationales, tant de fréquences régionales, on veut des chaînes généralistes, des chaînes thématiques, des chaînes purement locales, etc., etc. Et à ce moment-là, on fait appel à la concurrence, on ne dit pas « donnez-moi des demandes » et on a reçu 35 demandes de télévision et 70 demandes de radio. Il en est résulté 5 chaînes autorisées, seulement 2 diffusées sur les 5 et 12 radios, toutes régionales et locales. Deuxièmement, on a confondu déclaration et autorisation. On demande une déclaration on fait une déclaration lorsqu'on n'utilise pas une fréquence. Par exemple, c'est le cas des chaînes satellitaires. Tunisie et autres, elles n'ont pas besoin d'autorisation. En revanche, elles font une déclaration, elles signent un cahier des charges, parce qu'elles n'utilisent pas une richesse naturelle qui est une fréquence. Ce n'est pas une autorisation.
Celles qui utilisent les fréquences, et là je rectifie un peu ce qu'a dit Rizet, oui, la facture, il y a deux factures différentes. L'office de télédiffusion, c'est une facture d'électricité, d'émetteur, de réseau. Ça n'a rien à voir avec l'Agence nationale des fréquences qui fait payer l'utilisation de la fréquence, et c'est normal qu'on fasse payer une richesse naturelle. Un cahier des charges, même pour le privé, je veux dire, il faut absolument que le privé s'occupe de culture, de quotas nationaux, de métiers, d'engager des Tunisiens, d'utiliser les créateurs nationaux. Il n'y a pas de quota de production nationale, de chansons tunisiennes. Nos chansons privées, nos radios privées sont devenues des jukebox de Rotterdam, et vous savez tout cela. Donc il y a un problème d'identité culturelle et de participation à l'identité culturelle et à la création nationale. Il y a un problème de financement. Dans la régulation, il y a une vision économique du secteur, ce qui manque au texte de l'INRIC. Je veux dire, le texte de l'INRIC ne permet pas d'avoir une radio, une télévision, un journal en même temps. C'est complètement stupide. Je veux dire, aujourd'hui, un groupe de presse doit pouvoir se décliner sur tous les médias, jusqu'au téléphone mobile. C'est une vision tout à fait restrictive. Par ailleurs, la licence de télé est donnée intuitive personnelle. C'est la faute du code de la presse de 75. On ne peut pas vendre une licence, on ne peut pas... donc il y a une vision qui est trop artisanale, trop politique de la régulation ici. Le financement, même dans le secteur privé, il doit y avoir transparence. Transparence du capital, transparence qui est derrière, qui sont les actionnaires. Pour le secteur public, Rizet, on a bien parlé de la chose, il s'agit du financement du secteur public, d'un contrat d'objectifs et de moyens, de la nomination des dirigeants du secteur public par ces instances de régulation. Il y a aussi une lutte contre la concentration. Il n'est pas normal qu'une chaîne donne son antenne à une seule maison de production, par exemple. C'est le cas de la presse écrite, un quotidien, etc. Bien sûr, mais je parle de régulation. C'est le rôle de cette autorité de régulation. Donc il y a ici un problème de donner la possibilité à des jeunes maisons de vivre et de créer, etc., de participer et de faire plafonner la participation d'une seule maison, d'un seul annonceur, etc., à 30% des budgets réalisés, etc. Il y a donc aussi la pérennité, un angle économique, la pérennité. Vous voyez là, on a donné 5 autorisations de télévision, il y en a 3 seulement qui sont montées, et les 2 qui sont montées ont des problèmes d'argent et de recettes. Donc là, il faut voir la viabilité économique des projets. Tout cela, c'est de la régulation. Il y a aussi les obligations légales et déontologiques. Vous avez vu la cacophonie de la publicité politique pendant les campagnes électorales. Tout cela, ça s'appelle de la régulation. Ça se fait en amont. En aval, il y a un suivi des programmes, il y a un enregistrement. Nos amis marocains vous diront que tout est enregistré en numérique. Il y a un enregistrement des programmes pour respect des quotas, pour respect des cahiers des charges, le respect de la déontologie, le respect des minorités, le respect de la femme, des enfants. Il y a ce qu'on appelle la signalétique, pour dire ce film est violent en termes de violence gestuelle ou de violence verbale, etc., etc. Il y a la protection également les règles de la publicité. Lorsqu'il y a une publicité mensongère, et ben, le spot est arrêté. Il n'y a aucune raison de dire que dans un yaourt, il y a je ne sais combien de vitamines, ça remplace ou fin de vitamines, ou de choses fraîches, etc., etc. Voilà un exemple de fausse publicité. Il y a également les règles, le respect des pourcentages, des quotas dont je vous parlais tout à l'heure, quotas nationaux, pourquoi pas des quotas maghrébins. L'Europe a réalisé des quotas européens, il n'y a pas de raison que notre chanson, même réalisée en Tunisie, mise en musique, soit celle du Golfe, le rythme du pays du Golfe. Il y a le problème des mesures d'audience et des sondages. Quand, et surtout pendant les campagnes électorales, il faut arrêter cela, il faut réguler cela. Il y a le respect donc du droit d'auteur. Nous sommes des champions du piratage dans ce pays. Il y a des chaînes actuelles qui passent des DVD achetés en pirate dans le public. Ça n'est pas normal. De quoi vont vivre les créateurs? Tout cela, de quoi va vivre le Gabriel? C'est de la régulation. Il y a aussi un bilan annuel à présenter. J'ai devant moi les bilans des chaînes du CSA de 2012. Donc il y a un bilan annuel en termes d'argent, en termes de programme, en termes de quotas. Et puis, troisième point, ça c'était donc en aval, il y a la prospective. Moi je crois beaucoup à la convergence. Alors, pour rejoindre l'inquiétude de Chouira,
Si en même temps il a raison, réguler la presse écrite, ne pas réguler la presse écrite, il y a deux écoles, il y a les conseils de presse à la place des instances de régulation, mais c'est de l'autorégulation, comme il a signalé, et de la co-régulation. Mais il y a également aujourd'hui une interrogation. Quelle différence y a-t-il entre une radio, un journal, une télévision et votre téléphone mobile? Aucune. D'où d'ailleurs l'existence d'autorités de régulation, comme en Angleterre, l'Ofcom, qui s'occupe également du signal, de l'Internet. Aujourd'hui, le CSA lui-même veut se rapprocher de l'autorité de régulation des fréquences. Nous sommes un petit pays, donc d'accord pour les inquiétudes sur le côté, si vous voulez, censure, mais également, il faut absolument aller dans la prospective et la convergence et suivre les évolutions technologiques qui, elles, de toute façon, dictent des évolutions de loi et de régulation. Merci. Bravo, vraiment. En tant que mandarin, anthropologie, convergence. En France, on pense faire rentrer le CSA et l'ARPP, dont le directeur général est dans cette salle, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, Stéphane Martin est dans cette salle, et tout ça dans l'ARCEP, qui est l'INTT à la tunisienne, l'instance nationale des télécoms tunisienne des télécoms. Et tout ça dans la logique de la convergence. Stéphane, peut-être tout à l'heure, nous en dira un mot. Tout de suite, je donne la parole à notre invité. Nous avons l'honneur de l'inviter. Esma, nous sommes jaloux. Fait tourisme, 10 millions de touristes. Fait l'informatique, fait le banque, في الترانسبور احنا نعملوا توك وانتم ترامواي شنو كنا نحن ليكزومبل ودون les médias غلبون. Et il va vous donner la démonstration. Je vais vous demander, si vous permettez, de nous décrire votre expérience ACA dans un pays émergent dont l'économie est comparable à la nôtre. Merci. شكرا. Présentez-vous. ممكن تحدث بالعربية؟ اي تكلم بالعربية لكن عبد الناصر فيش مشكل؟ فيش مشكل. إجابة Ça va poser des problèmes aux voisins des francophones exclusifs. Parce qu'ils vont devoir de temps en temps traduire à leurs voisins. Voilà. Merci. شكرا جزيلا. عبد الناصر بنو هاشم من مديرية تتبع البرامج في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. بداية أريد أن أجيب على السؤال أو ما عبرت عنه. ففي نظري المشكل يكمن في أننا في السنوات السابقة وفي العقود السابقة لم نكن نتعاون، كنا نتنافس بدلا من أن نتعاون، بالتالي وقع هذا الصدام. على كل حال فالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري منفتحة للتعاون مع جميع الأشقاء. الآن إجابة على سؤالكم، فالهيئة العليا راكمت 10 سنوات من التجربة. في سنة 2002 كانت أول مبادرة هي رفع الاحتكار على الإعلام العمومي أو الإعلام الرسمي. في الحقيقة هو كان إعلام رسمي وإن كان يسمى إعلام. هذا الإعلام الرسمي قررت الدولة أن تنفتح في إطار تحولات اللي عرفها العالم أو عرفها المغرب، وبالتالي كان لابد من فتح مجال لإعلام السمعي البصري. وخلافا للتجربة التونسية ففي المغرب كان تأسيس هيئة للضبط سابقة للانفتاح، وبالتالي كان على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن تشتغل في مجال جديد، مجال أقول غريب عن المغرب، بحكم أن الإعلام السمعي البصري كان يدبر بطريقة تحكمية حتى لا أقول تسلطية. إذا كانت الأخت سونيا ممكن تضيفي إذا كما قلت على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
أن تدبر مجالا جديدا ظل لعقود طويلة متحكم فيه من طرف الدولة، وهذا يأتي في إطار تحولات عرفها المجتمع وعرفتها التكنولوجيا أساسا. وكما ذكر المتدخل قبلي يجب أن لا ننسى دور التكنولوجيا في هذه التحولات. إذن حتى أتناول هذا الموضوع أقترح تقسيمه إلى قسمين. أولا حصيلة 10 سنوات من العمل إجابة على سؤال الأستاذ، ومن بعد هناك مشكل الرهانات المطروحة أو رهانات المستقبل. الانفتاح طرح عدة تحديات. التحدي الأول كما قلت حصيلة 10 سنوات من العمل ثم رهانة المستقبل. إذا كان بالإمكان إذا كانت المرحلة الأولى هي مرحلة البحث عن وضع الإطار المؤسساتي والقانوني والتعاقدي. كما قلت المجال كان فارغ، ليست هناك قوانين، إذا كان على الهيئة أن ترفع كل تحديات المطروحة. سلايد ثاني. كانت هناك عدة تحديات. التحدي الأول والأصعب هو كيفية الانتقال من التدبير السلطوي لوسائل الإعلام إلى تدبير متنوع متعدد منفتح، مما يستوجب مجهودات كبيرة حتى لا أقول تضحيات، لأن كان على العديد من الأطراف أن تقدم تضحيات لضمان فتح الإعلام. التحدي الثاني وهذا هو أصعب تحدي، هي بالنسبة لعملية الضبط. كيف يمكن لهيئة الضبط أن تكسب ثقة المؤسسات الإعلامية؟ ليس من السهل اكتساب صورة الشريك. الهيئة العليا أو أداة الضبط يجب أن تقدم نفسها كشريك، وليس أن تقدم عن نفسها صورة الشرطي لجندار الحامل لعصاه مانعا أي اجتهاد أو إبداع خانقا حرية التعبير. ثم التحدي الثالث كيف كسب ثقة الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين، أي كسب ثقة المجتمع. سلايد آخر. والرهان الذي يجب الاشتغال عليه أكثر من أجل كسب أو رفع التحديات هي الاستقلالية. هل هيئة الضبط في مجتمع أصلا كان سلطوي يمكن أن تضمن الاستقلالية وفي نفس الوقت أن تكون محايدة وأن تحافظ على مصداقيتها تجاه المجتمع وتجاه المؤسسات الإعلامية؟ كما سبق القول قلت الأرض خلاء، ليست هناك قوانين، ليست هناك تجربة، ويجب الانطلاق من لا شيء على المستوى المحلي. من طبيعة الحال كانت هناك تجارب دولية. وأقرب تجربة للمغرب هي التجربة الفرنسية بحكم التاريخ. سلايد آخر الله يخليك. إذن الاشتغال ابتدأ اعتمادا على التجارب الدولية وكما قلت التجربة الفرنسية بحكم التاريخ. وأول عمل كان هو صدور القانون المنظم لوسائل الاتصال السمعي البصري، القانون الذي تمت مناقشته داخل البرلمان وصادق عليه البرلمان وتم صدوره في الجريدة الرسمية. بعد ذلك استمر الاشتغال من أجل وضع المرجعية المتعاقد حولها، بما فيها أصلا دفاتر تحملات أو دفاتر شروط، وكذلك إصدار توصيات لتنظيم عدة مجالات. كل مجال مختص، مثلا توصية تهم كيفية تناول وسائل الاتصال السمعي البصري لتغطيات
محاكم أو تناول المواضيع المعروضة أمام القضاء. كذلك تنظيم التعددية السياسية. كانت هناك عدة توصيات وقرارات تصدرها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في محاولة، وكل هذه القرارات تتم بالتعاون والتشارك والنقاش المستمر مع المتعهدين أي وسائل الاتصال السمعي البصري أو بعض الفاعلين الذين لهم علاقة بالموضوع. إذا كما قلت كان لزاما محاولة تملك مفهوم الضبط الذي هو مفهوم غريب عن المجتمع المغربي، ومحاولة استيعابه وملائمته مع الواقع المغربي بالخصوصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية للمغرب. السلايد الآخر. إذا ابتداء من 2002 إلى 2005 كان هناك عملية البحث عن الذات لدى صحة التعبير، ثم بدأ العمل لتحرير القطاع. الدولة سنة 2002 اتخذت قرار رفع الاحتكار عن وسائل الاتصال السمعي البصري، ثم كان العمل على إعادة هيكلة هذا المشهد السمعي البصري من منطلقات جديدة. الهدف الأساس كان هو كيف يمكن ضمان أكثر ولوج للمواطن المغربي لوسائل الإعلام والاتصال السمعي البصري أينما كان هذا المواطن المغربي، حتى في المناطق البعيدة والنائية، بمعنى توفير تغطية أوسع ما يمكن لتقديم عرض سمعي بصري ذي جودة متنوع ومتكامل ومستمر. بغام سلايد أخرى. إذا كانت أول خطوة هي إخضاع وسائل الاتصال السمعي البصرية الرسمية لدفاتر تحملات. من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية الرسمية لم تكن تخضع لدفاتر تحملات، أصبح من ضروري أن تخضع لدفتر تحملات. دفتر التحملات هذا يتم تهيئه من طرف الحكومة وتصادق عليه الهيئة. ثم كان تسوية وضعية إذاعتين خاصتين لم تكن وضعيتهما متساوية، وتم إخضاعهما لدفاتر تحملات، ويتعلق الأمر بميديان راديو ميديان وقناة وبإذاعة زوا صوت أمريكا. ثم كان أول جيل من التراخيص الذي شمل 10 خدمات إذاعية متنوعة، فيها الإذاعات الجهوية، إذاعات قرب، وإذاعات موضوعاتية تهم سواء الاقتصاد، موضوعاتية اقتصادية أو تهم الموسيقى، إضافة لخدمات عامة جينيراليست، وترخيص لخدمة تلفزية واحدة هي ميديان تي في. بعد ذلك جاء الجيل الثاني. سلايد آخر من فضلك. جاء الجيل الثاني وتم ترخيص ل4 إذاعات، ورفض الترخيص لقنوات تلفزية بسبب مشكل تقلص السوق الإشهاري. وفي التقديم الذي قدمه الأستاذ من قبل كان جليا أن سوق الإشهار في المغرب ابتداء من 2008 كان في انخفاض، وهذا توقعته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبالتالي لم تعطي تراخيص للتلفزيونات وأعطت فقط ل4 إذاعات. سلايد آخر من فضلك. الآن نحن أمام مجموعة من مشهد سمعي بصري فيه عدد من القنوات والإذاعات العمومية وقنوات ومحطات إذاعية خاصة يتم التعامل معها على أساس
كما قلت تعامل تشاركي. فالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اختارت توقفت أكثر عن هذا بينما المهم نرجع له. بارك الله فيك. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre démonstration. Et la démonstration que ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Eda Rajan est matérialisée chez vous et on devrait en prendre la graine. En tout cas, voilà, c'est une expérience maghrébine. On va encore l'approfondir. Je donne la parole à Hejel. Je voudrais qu'elle donne son point de vue sur le 116, mais l'article 116, mais surtout qu'elle réagisse par rapport à ce qui a été dit depuis un certain temps là, avec les professeurs qui en parlaient avant elle. Alors merci Si Hassan. Donc je tiens à préciser que j'interviens pas seulement en tant que communicatrice, mais aussi en tant que juriste, enseignante du droit de l'audiovisuel à l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma à Tunis, qui est une école supérieure étatique, bien sûr. Je précise, donc je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été avancé, je ne reviendrai pas là-dessus. Sirida, je tiens simplement à préciser qu'il y a une loi sur la publicité dans l'audiovisuel, elle est presque passée inaperçue. Elle date du mois de septembre ou octobre 2010, donc après le mois de Ramadan 2010, où il y a eu justement un matraquage publicitaire incroyable sur nos chaînes publiques. Mais elle n'est pas vraiment appliquée. Non, c'est une loi qui est publiée au journal. Pas de dialogue, s'il vous plaît. Tout à fait. D'accord. Alors, donc je vous montrerai le texte. Voilà, donc ce que je vais dire donc, sur le sujet de la régulation et notamment sur le décret, bien sûr que l'absence de régulation dans notre pays n'est pas une surprise. C'est le cas de beaucoup de pays dans le sud de la Méditerranée. En Algérie, il y a eu une instance qui a été dissoute en 1993. Au Liban, il y a une instance, mais pas en Syrie, pas en Libye. Au Maroc, bien sûr, c'est un exemple à suivre. Mais ce qui est important dans tout ça, ce n'est pas tant l'institution que son rôle et ses prérogatives. Et il ne faut pas, je crois que ça a été dit, que cette instance soit un peu le gendarme de l'audiovisuel. Elle est là pour réguler et pour organiser, contrôler le fonctionnement ou le bon fonctionnement, le bon déroulement du secteur. Alors ce qui est curieux d'abord et que je voudrais relever dans le décret 116, décret-loi 116, je suis pointilleuse sur les termes, c'est qu'il n'y a pas de définition de la régulation. On ne dit pas qu'est-ce qu'on entend par régulation, on se contente de fixer les missions de cette instance sans dire vraiment qu'est-ce qui est attendu d'elle ou ce que signifie cette régulation. Cette mission est une mission de veille à la liberté et à la pluralité de la communication audiovisuelle. Alors nous sommes dans une problématique aujourd'hui. C'est une problématique de texte et de contexte. Les textes parce qu'il n'y en avait pas et qu'aujourd'hui il y en a et on n'arrive pas à les mettre en œuvre, et de contexte parce que nous sommes passés d'une dictature à une transition démocratique, et donc cela nous demande de mettre en œuvre tout un processus et d'aller à une double vitesse. Et ça, ce n'est pas évident. Je reviendrai, si vous le voulez bien, sans trop faire un discours académique, juridique, comme j'ai l'habitude de le faire à la fac de droit et dans les réunions. Comme tu le fais dans certains médias actuellement. Voilà, attirer votre attention sur certains points qui me paraissent fondamentaux et essentiels si on veut mettre en œuvre donc ce décret loi 116. D'abord, je reviens sur la composition. Quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure. Le fait que le président de cette instance soit nommé par le président de la République n'est pas une garantie d'indépendance, bien sûr, et d'ailleurs c'est contradictoire avec le texte, puisque le texte parle d'indépendance, mais dans cette façon de nommer le président de cette instance, il n'y a pas de garantie d'indépendance. Je passe outre sur le nombre de participants à cette instance, où il y a par exemple seulement 2 représentants des ordres professionnels, par exemple parmi les journalistes, mais il y a 2 magistrats, donc ça fait un peu une instance qui ressemblerait à un petit tribunal. Je reviendrai sur les sanctions qu'elle est donc habilitée à donner.
Il y a des interdictions donc, pour les membres de cette instance, notamment le fait de participer à des partis politiques, d'être des responsables gouvernementaux, etc., sauf la mission d'enseignement et de recherche. Et ici, il n'y a pas de précision sur cette mission. Est-ce que l'enseignement et la recherche dans le secteur public ou dans le secteur privé? Deuxièmement, est-ce qu'il est permis de faire des formations payantes, par exemple, pour ce qui est d'ailleurs une petite atteinte, je mettrai entre guillemets, à leur indépendance. Quant aux prérogatives, et c'est là donc le point essentiel, cette mission, cette instance pardon, est chargée de veiller sur l'organisation et la régulation du secteur en tenant compte des principes de démocratie des droits de l'homme, liberté d'expression, droit public d'accès à l'information, etc. Donc tous les droits. Mais ici, il y a quand même des points à relever qui me paraissent très aberrants. D'abord, il y a une interdiction de la concentration de la propriété médiatique et l'instauration d'une concurrence loyale dans le domaine. Et ça, à mon avis, c'est contraire d'abord à la liberté d'entreprendre, et c'est une atteinte au droit de la propriété qui, comme vous le savez, est un droit fondamental de l'homme et un droit qui était constitutionnalisé dans la Constitution de 1959. Donc, à mon avis, et puis si on veut comparer un peu avec l'Europe et les États-Unis, il y a de grands groupes de presse. Donc, le fait de restreindre un peu cette propriété pour, soi-disant, protéger la concurrence loyale est, à mon avis, aberrant. Deuxièmement, d'abord, on dit renforcer les capacités financières et concurrentes des médias en Tunisie. Ici, il n'est pas précisé de quels médias s'agit-il, public ou privé, et de quelle manière. Troisièmement, encourager les programmes éducatifs de qualité et le développement d'un programme qui reflète la culture nationale. Et là, également, il n'est pas précisé le contenu, ni défini le contenu de ces programmes, de quelle manière seront diffusés ces programmes, la culture qu'on vise ici, quelle culture, hein, la culture élitiste ou la culture populaire, la culture... Donc c'est vraiment très problématique à mon sens. Quatrième point, c'est les rapports sur la durée de la participation des personnalités politiques, syndicales et professionnelles aux émissions. Et le fait de limiter cela va, à mon sens, dans le sens contraire du mode de fonctionnement des médias, donc qui travaillent sur le scoop, sur l'actualité. S'il y a des partis ou bien des groupes ou des syndicats qui déferlent un peu la chronique chaque jour, on ne va pas vraiment freiner l'actualité parce que telle personne apparaît un petit peu plus dans les médias. Alors, d'autres remarques sur le fonctionnement. Par exemple, les réunions doivent se tenir au moins aux 2/3 des membres, donc le quorum c'est le 2/3 des membres, et si le quorum n'est pas atteint, on convoque à une autre réunion, et la réunion se tient au maximum une semaine après, et quel que soit le nombre, on prend les décisions. Et ça, c'est vraiment aberrant parce que, imaginez qu'ils doivent prononcer des sanctions à l'encontre de certains médias. Donc, avec un nombre réduit de personnes, on peut faire passer des décisions. Et puis, je ne comprends pas comment les membres puissent s'absenter autant, d'autant qu'ils sont censés être fonctionnaires et donc travailler, comme c'est dit d'ailleurs dans le texte, à plein temps. Un petit mot sur les sanctions qui sont, que l'organe est habilité à donner. Par exemple, alors ces sanctions concernent le non-respect de la personne humaine, de la dignité des enfants, du code de la déontologie, du cahier de charge en général. Ce qui est aberrant également, c'est qu'il n'y a aucune disposition sur la propagande religieuse, sur l'incitation à la haine et au meurtre, sur la discrimination raciale et sexuelle. Tout ça n'est pas cité dans le texte, n'est pas précisé dans le texte. Et c'est vrai que, quelque part, les médias ne sont pas responsables des propos de leurs invités, mais ils sont responsables également de les avoir invités. Et on a vu les exemples se multiplier ces derniers temps sur les plateaux. Pour faire un peu l'audimat, on invite des personnes qui appellent au mariage au mariage des mineurs, au jihad, etc. Bon, alors les sanctions, sans rentrer dans les détails, ça va de l'avertissement
à diffuser par exemple sur la première page du journal ou bien dans le newsbar de la chaîne. Ça va également jusqu'à la suspension temporaire ou le retrait définitif de l'autorisation, les pénalités financières également. Tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en un petit mot, je vais dire que c'est très pénalisant pour l'entreprise, notamment si elle a des engagements publicitaires. Derrière tout ça, des engagements professionnels, s'il y a également une redevance à payer pour la diffusion par satellite, si elle diffuse de l'étranger. Donc ce sont des sanctions qui sont très contraignantes. Un petit mot, et j'en aurais terminé, c'est Hassan. Donc, on défend l'égalité, donc je vais prendre mon temps de parole, ne vous en faites pas. Pour les élections, donc, et c'est le chapitre 4 de ce décret-loi, dans son article 42, qui parle de l'utilisation des médias tunisiens, c'est-à-dire les candidats n'ont le droit d'utiliser que les médias tunisiens pour leur campagne. Et ça pose problème, parce qu'il y a des décalages horaires à prendre en considération, il y a l'accessibilité, parce que dans certains pays, on n'a pas la parabole, donc on ne peut pas capter les médias tunisiens, et il y a des risques donc d'inégalité pour la campagne électorale. Autre chose, c'est la restriction à la liberté d'expression sur la base de critères précis relatifs au respect du droit des autres, à la dignité, à la sécurité nationale, à l'ordre public. Il n'est pas dit dans tout ça qui définit ces notions, et c'est là toute la problématique du texte, c'est qu'il manque de définition et de précision sur les notions qu'il avance. Et je conclurai donc par répondre à vos questions, pour résumer tout ce que j'ai dit sur le décret-loi 116. Pourquoi réguler? Moi, je pense qu'on régule pour éviter justement les débordements passionnels de certains médias, éviter de sortir de la neutralité et de l'indépendance qui leur est due. Comment réguler? Bien sûr, en respectant les principes démocratiques, les droits de l'homme et surtout les règles de la déontologie. Et en somme, à mon sens, la régulation doit permettre l'ouverture du secteur sur un espace de dialogue et de liberté fondé d'abord sur la responsabilisation des médias, ensuite sur la liberté de communiquer et enfin sur la diversité culturelle et la pluralité. Je vous remercie. Merci Yajel. Alors, je vais donner la parole à tout le monde et je vais vous poser tout à chacun une question et que chacun réfléchisse sur la question le temps que les autres répondent. À Siarbi, je dirais, même en tant que citoyen et aussi professeur, donc théoricien, qu'est-ce que tu dirais, que tu te permettrais de dire, parce qu'aujourd'hui la parole est libérée, aux gens qui sont en train de concocter ce fameux conseil ou autorité, etc., aujourd'hui, avant même que le tour de table soit finalisé. Permettez-vous de leur donner des conseils avant même que sur la composition, sur comment le composer. C'est oui, je vous donnerai le temps nécessaire pour répondre à Hej. Sylvia, vous nous donnerez, si vous permettez, quelle est pour vous quelle est la priorité des priorités avant même, en termes de contenu, avant même qu'on déclare cette haute autorité à la tunisienne pour qu'elle soit opérante. Et puis, monsieur, si vous permettez, qu'est-ce que vous direz à la Tunisie, aux Tunisiens, comme écueil ou piège dans lequel on ne devrait pas tomber quand on voudrait créer cette haute autorité eu égard ou au regard de ce que vous avez vécu au Maroc, parce que certainement vous avez connu des difficultés et qu'on voudrait bien en faire l'économie en Tunisie. Et Hej, pour finir, Hej, si on te donne aujourd'hui, je fais de la fiction, la présidence de la ACA à la tunisienne, par quoi tu commencerais? Si Hizaoui, ensuite c'est Albi, ensuite c'est Linda, ensuite les autres. C'est Hizaoui. C'est une réponse à Madame Hej. Shukran, c'est Hassan. Moi, je ne veux pas du tout vous faire subir un débat de juriste, mais par rapport à ce que m'a dit... Ça, on en a eu comme ça, là, voilà. depuis 2 ans. Je voulais juste, par rapport à ce qu'a dit Madame Belchir, que l'indépendance d'une instance de régulation n'est pas
remise en question parce que ses membres sont nommés. L'indépendance d'une instance est garantie, et elle est dans le décret-loi 116, de 3 manières. D'abord, les membres ne sont pas choisis par la même autorité. Vous avez 4 ou 5 partis qui nomment, enfin qui proposent des candidats. Vous avez le président de la République qui va choisir le président de l'instance, vous avez le président de l'ANC qui va proposer 2 noms, vous avez le syndicat des journalistes qui va proposer 2 noms, vous avez le GTT et le syndicat de l'audiovisuel qui proposent chacun un nom, et puis vous avez 2 magistrats qui sont proposés aussi. Donc il n'y a pas une partie qui propose tous les noms. Et ceci est la première garantie d'indépendance. Donc c'est la pluralité des partis qui nomment, qui proposent les membres. La deuxième garantie, c'est que ces membres n'ont rien à craindre puisqu'ils sont irrévocables. Une fois qu'ils sont nommés, on ne peut pas les révoquer. Donc rien à craindre. La troisième garantie, c'est qu'ils n'ont rien à espérer. Leur mandat n'est pas renouvelable. Bon, je pense que ces 3 conditions sont remplies. La deuxième chose, en ce qui concerne les dispositions anti-concentration, ces dispositions existent dans tous les pays démocratiques parce que le fonctionnement, la liberté du marché ne garantit pas le pluralisme. Et donc il faut que le législateur intervienne pour mettre des règles, disent par exemple que celui qui a une chaîne de radio ne peut pas avoir en même temps une chaîne de télévision ou un journal. Ça peut s'expliquer, c'est légitime. Et je m'arrêterai là pour dire que le décret-loi 116 n'est pas parfait, mais commençons d'abord par le mettre à l'épreuve, par l'appliquer, et puis on verra par la suite quelles sont les imperfections et il sera amendé. Mais ce feu de barrage contre un texte qui est censé discipliner la pratique de l'audiovisuel en Tunisie ne nous avancera pas. Et de toute façon, c'est ce qui a permis le blocage que nous vivons aujourd'hui. Merci. Merci. C'est Al Bishouekha. Merci. Brièvement. J'enchaîne directement ce que vient de dire mon collègue et ami Sardeklim, qu'un texte, même mauvais, mais qu'il faut à tout prix le rendre perfectible, est toujours préférable à l'absence de texte. Or, j'attire votre attention que ce décret-loi a été promulgué le 3 novembre 2011 et on a attendu une année à peu près, à partir du 17 octobre, tu veux rectifier, c'est le 17 octobre, pour que le gouvernement décide de l'activer. Et il y a eu tout ce temps, une année. Et depuis, évidemment, il y a une accumulation, j'allais dire, de mauvaises pratiques, d'une situation malheureusement difficile à gérer aujourd'hui. Il y a des chaînes aussi qui insultent des gens. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous avez des nouvelles chaînes de télévision qui sont en train de diffuser sans aucune autorisation, également des stations de radio, et vous en avez cité quelques-unes, et cela pose réellement des problèmes d'organisation par la suite de ce secteur du paysage audiovisuel. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que, je me permets de décliner cette casquette de membre de l'INRI, je considère que depuis le 14 janvier, quand même, il y a eu un certain nombre d'instances qui ont été créées pour conduire ce processus. Et par le travail accompli par ces instances et les membres, il y a eu une expertise, une expérience qui a été acquise. Or, depuis le 23 octobre, avec l'avènement de ce nouveau gouvernement, il y a eu comme une rupture qui s'est aussitôt tressée, et comme s'il fallait reconstruire. Or, il y a déjà une expertise qui a été acquise. Donc, au nom de ce principe de continuité, j'aurais préféré, et ceci n'est pas le propre seulement de l'INRI, je le retrouve également avec l'ancienne ISI, qu'on tienne compte au moins de cette expérience qui a été faite. L'INRI a produit un rapport de plus de 300 pages au mois de juillet, et j'aurais souhaité que ces personnes qui décident aujourd'hui d'activer cet ICA tiennent compte également des recommandations qui ont été avancées par l'INRI. Donc, pour vous dire aujourd'hui, si j'ai vraiment quelques conseils ou recommandations à faire, osez. Tout d'abord, ce qui est fondamental, il faut choisir des personnes sur des critères de compétence et non pas d'allégeance politique. Pour moi aujourd'hui, ce qui est très grave, c'est cette politisation d'un certain nombre d'instances qui doivent rester totalement indépendantes. Ces instances parlent au nom de tous les Tunisiens, abstraction faite de leur affiliation politico-religieuse, etc. Donc d'abord, pour moi, le critère le plus important, c'est la compétence et l'indépendance. Primo.
Deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'avant de nommer, il faut qu'il y ait des concertations. Prendre la peine de discuter. Et de discuter d'abord avec ceux qui ont impulsé le processus, à savoir l'INRIC. Et d'ailleurs, le décret loi 116 stipule dans son article 47 que le président de la République ne peut rendre publique la composition de cette I4 après concertation de l'INRIC. Et ce qui est en train d'être fait, d'ailleurs régulièrement jusque-là. Donc ce qui importe pour moi d'abord, c'est le choix des personnes, des individus, encore une fois sur des critères de compétence, d'indépendance comptable, et deuxièmement, comme l'a dit mon collègue et ami Sir Abdelkrim, commençons à travailler. Il faut que cette AICA voie le jour et commence à réguler ce secteur de l'audiovisuel. Merci. Merci. Vous me permettrez quand même de dire que un des reproches qu'on a fait, une sorte d'accusation un peu, que vous étiez, ceux qui ont constitué les premiers textes, ils sont trop de gauche. Ça a été dit. Bon, maintenant, Cyrilla. Oui, je crois que Arabi a dit ce que je voulais dire en ce qui concerne les priorités. Un mauvais texte vaut mieux qu'une absence de texte. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on mette sur place l'AECA tout de suite et passer à la constitution de la chose, mais en améliorant les textes. Mais je suis également d'accord sur l'indépendance et la compétence. On ne va pas faire une ANC bis avec des incompétents au niveau de cette instance. Je voudrais simplement rappeler à Hajar qu'elle a parlé de loi, il s'agit d'un arrêté de Oussama Ramdani, ministre de la Communication, et un arrêté n'est pas une loi, elle connaît mieux que moi la hiérarchie des textes. Donc sur la publicité, les quotas, le nombre, etc., ça date de septembre 2010, effectivement. Je suis tout à fait d'accord sur la priorité de mettre en place et surtout de lever cet équivoque. Alors on va avoir deux instances ou une seule. À mon avis, je suis pour, à la limite, une seule, mais pas celle qui est dans la petite constitution, mais étendre les pouvoirs de la AICA vers la convergence dont je parlais tout à l'heure. Il y a un rapprochement entre les supports, les contenus, etc. Et à l'intérieur même de la AICA, on peut imaginer des conseils indépendants de presse, d'autorégulation, mais l'autorégulation c'est autre chose. Juste, je salue... les opérateurs téléphoniques aujourd'hui proposent du contenu footballistique, certes, parce qu'on vit la CAN, mais aujourd'hui, qui régule cela? Et de quoi cela procède? Il n'y a vraiment aucun contrôle sur ça. Oui, effectivement, donc il y a un vide qu'il faut combler, quitte à améliorer les textes, je suis pour la mise en place. Mais la nomination, selon l'allégeance politique, est très dangereuse et il nous faut des gens justement indépendants et compétents. Et malheureusement, ils ne courent pas les rues dans ce domaine parce qu'il faut connaître le droit, la création, la technique, hein, et l'économie. Donc, ces quatre aspects-là doivent se retrouver dans certains membres, pas dans chaque membre évidemment, pour que cette composition soit complémentaire. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, les écueils, dans quel piège nous ne devrions pas tomber vite et malheureusement bien? معذرة للسؤال لتقديم نصائح. لا نعطي نصائح اليوم المغرب est autorisé باش يعطي نصائح. Peut-être au football, parce qu'on est fort là. Je la sens cet après-midi. هناك تجربة متواضعة في المغرب لها جوانب قوة ولها جوانب القوة. في التجربة المغربية كما قلت هي محاولة الاستقلالية. حاولت الهيئة العليا لاتصال السمع البصري في المغرب برغم كل الضغوطات السياسية أن تحافظ على استقلاليتها، وكمثال عندما تحدثت على أنه لم تعطى تراخيص للتلفزيونات، فكان أمام الهيئة المجلس العالي لاتصال السمع البصري 3 مشاريع تلفزيونات من طرف شخصيات وازنة ونافذة في المغرب، ورفضت الهيئة العليا تصادقها على أن تقدم لهم تراخيص. بالتالي أهم حاجة هي الاستقلالية. ثاني حاجة في تقديري والتي وضعتها الهيئة العليا نصب عينها هي أن الهدف من التحرير هو المواطن. بمعنى
أنني لما أتحدث عن التعددية السياسية والولوج المنصف للأحزاب السياسية للتلفزيون والإذاعات، ليس الهدف هو الحزب السياسي أن يلقي خطابا، بل أن يكون للمواطن المغربي أكبر طيف من الآراء والمواقف السياسية حتى يستطيع أن يختار موقفه عن قناعة وعن وعي. من طبيعة الحال تم الحديث عن هذا من قبل، هي الحرية. الأصل هو الحرية، حرية التعبير، حرية الإبداع. ومن طبيعة الحال خصوصا المرحلة التي يمر منها العالم العربي الآن هي أن الخطاب الأخلاقي بدأ يسود أكثر، وبالتالي هناك تهديد بقتل الإبداع، وبالتالي يجب المحافظة على حرية الإبداع، على حرية التحرير من طبيعة الحال، مع احترام كما قالت الأخت قبلي هي لا ديونتولوجي. هناك il y a des règles de déontologie reconnues universellement et on n'a pas inventé la chose. Donc ça, un autre problème c'est celui du multipartisme. تم تناول هذا الموضوع تعددية تيارات الفكر والرأي في المغرب على أساس التمثيلية الحزبية، وتم التعامل معه تعامل انطلاقا من التجربة الفرنسية أساسا هو حصص الأربع، بمعنى أن تعطى للحكومة والأحزاب وأحزاب الأغلبية ضعف تدخلات الأحزاب المعارضة، مع تخصيص 10% من مجموع التدخلات للأحزاب غير الممثلة في البرلمان. هذا التناول كان تناول كلمي محدود، وبالتالي هذه الأحزاب الممثلة في البرلمان سواء معارضة أو غير معارضة مع 10% الأخرى لا تعكس التعدد الفلسفي والتعدد الفكري والتعدد السياسي والتعدد الفني والتعدد الثقافي الذي يسود المغرب، وبالتالي هذا خلل كان. والآن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تشتغل لتجاوز هذا الخلل. من طبيعة الحال هناك مشكل ديال مقاربة النوع كانت غائبة. مقاربة النوع الجونغ لابروش جندر لابروش جونغ. الآن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تشتغل من أجل أن تنفتح على هذا المجال حتى وإذا كان الوقت هناك. On va la diffuser si vous permettez. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hazel, conclusive. Oui, alors votre question m'a amusée parce que je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas envie d'être on fait de la fiction. Oui, on fait de la fiction, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce que je vais dire n'est pas de la fiction. Par quoi commencer? Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire. Je comprends qu'on puisse défendre avec acharnement ce projet, je ne suis pas contre, mais le travail d'un juriste, c'est de pouvoir critiquer pour rectifier, pour corriger, c'est ça notre travail. Mais bien sûr, en tant que également communicatrice, je défends avec acharnement l'instauration d'une AICA, bien sûr. Alors je commencerai d'abord par les définitions. Définir l'émission, pour moi, est essentiel, parce que dans le texte, il y a des notions qui sont dans le vague et on a vu ce que les différentes interprétations des notions ont donné. Dans le monde juridique, la rigueur tient à la précision des notions. Et moi, je pense que cela est fondamental d'abord. Deuxièmement, je commencerai également par assainir la situation du secteur, parce qu'aujourd'hui, entre chaînes publiques, chaînes privées, entre chaînes qui diffusent par satellite et chaînes qui diffusent sur le réseau terrestre, etc. Ceux qui ont des autorisations, ceux qui n'en ont pas et qui revendiquent, il y a vraiment beaucoup à faire et je pense qu'il faut assainir le secteur pour qu'on ait une vision globale, claire, des médias publics et des médias privés. Je reviens sur le point de la nomination. Pour moi, c'est essentiel, je suis désolée. Pour moi, la nomination est contraire aux principes démocratiques.
dans les grandes démocraties, c'est le principe des élections. Alors, un petit mot sur le texte, parce que je reviens vers le texte, qui est, donc la composition est fixée par l'article 7. Il y a 2 membres qui sont choisis par le chef du législatif. Alors, il n'est pas précisé, parce qu'on ne sait pas si l'ANC va s'éterniser ou si on va avoir un parlement dans l'année. Président du parlement. Alors, on dit qu'il choisit 2 membres, parce que j'ai le texte donc l'un des 2 doit avoir au moins une compétence dans le secteur. Je me demande que va faire l'autre alors. S'il n'est pas du secteur, qu'est-ce qu'il vient faire dans une instance sur l'audiovisuel? C'est vraiment... je trouve que oui, alors, tout à fait. Et en plus, alors, il y a 2 membres qui sont désignés par les journalistes, les syndicats des journalistes, 2 par les métiers les plus représentés dans le secteur. Qu'est-ce qu'on entend par les métiers les plus représentés? C'est les techniciens, les décorateurs, c'est les réalisateurs. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Ce n'est pas précis et ce n'est pas clair. Voilà. Et puis, bon, les présidents des... Tu feras une bonne présidente. Juste un petit mot, si vous le permettez. Voilà, donc il faut vraiment fixer les critères des choix des membres parce que c'est essentiel. Et comme vous le savez, si on ne bâtit pas sur des piliers solides, eh bien, on risque de traîner ça pendant des années. Donc, les définitions pointilleuses du contenu, d'abord, de la régulation, de la mission qui est dévolue à cette instance, et des modalités de son fonctionnement. Je trouve merci. Merci Léa, merci. Je remercie tous les membres du panel pour leur en fait, franchise et l'ouverture. Ils ont fait preuve vraiment d'ouverture. Peut-être que je les ai un petit peu frustrés. Le débat est ouvert. On a vraiment la preuve de la complexité de la chose. Je retiens quand même l'idée que l'idée d'élection du président, je pense qu'elle n'existe pas ailleurs, et que c'est un point qui peut déranger des juristes comme toi, Hazel, mais je pense que la notion de nomination, ça peut-être Stéphane Martin nous dira tout à l'heure, voilà, nous dira peut-être tout à l'heure quand on parlera de régulation d'un métier comme la publicité. Merci, et j'appelle au 2e panel, les membres du 2e panel, de passer